Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Pauline Scherer. J'ai copiloté l'expérimentation de caisse avec mon camarade Marco Locuratolo. Et avec Grégory, nous faisons partie également du conseil scientifique de la caisse. Et donc on est rassemblés aujourd'hui un petit peu pour vous présenter les résultats de ce travail de recherche. Donc on espère qu'avec ce que vous avez entendu jusqu'ici, vous avez, si ce n'était pas encore le cas, bien compris le principe, le fonctionnement de la caisse. On ne va pas forcément revenir dessus. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de vous rendre compte de tout le travail d'enquête, d'analyse qui a pu être fait autour de cette expérimentation depuis plus de 2 ans maintenant. Donc on va faire une petite introduction avec Grégory un peu plus conceptuelle, c'est-à-dire pour vous raconter à partir de quelles questions, à partir de quels concepts on a essayé de penser la caisse et ses effets. Donc, on va dire que ce qui fonde ce travail de recherche, c'est cette notion de démocratie alimentaire et en particulier la question des inégalités sociales dans les systèmes alimentaires. Quand on parle d'inégalités sociales, on parle autant de précarité alimentaire et on parle aussi de précarité au niveau des producteurs et bien sûr des travailleurs de tout ce système et de toute cette chaîne alimentaire. Donc, je vais laisser Grégory aborder justement un peu cette question de l'accès à l'alimentation. Merci Pauline. Oui, l'accès à l'alimentation, c'est une problématique qui rejoint aussi les enjeux de durabilité des systèmes alimentaires. Là, on le sait maintenant, les travaux de recherche le montrent, il y a des problématiques environnementales, de réchauffement climatique, il y a des problématiques aussi de santé, santé des populations qui sont liées à l'alimentation. Et depuis des années, ces enjeux de santé ils ont été, et ces enjeux de durabilité, ils ont été saisis par des acteurs, par les acteurs des territoires, par des associations, par les producteurs, par les citoyens, pour essayer justement d'améliorer cette accessibilité à une alimentation de qualité. Pour autant, on voit bien que ces initiatives qui sont un peu partout sur le territoire ont un pouvoir limité dans cet enjeu de changement, de transformation des systèmes alimentaires. Et par ailleurs, on voit aussi que ce système alimentaire, on a du mal à le changer, et les travaux de recherche le montrent aussi, parce que finalement, il est aux mains des acteurs économiques, et finalement, les acteurs politiques ont peu de marge de manœuvre. Et aussi, on a beaucoup de travaux qui se sont concentrés sur finalement la responsabilité individuelle des consommateurs, en essayant de se dire, pour changer le système, on va changer les pratiques des consommateurs et on va leur expliquer qu'il faut mieux manger, qu'il faut manger plus de fruits et légumes, et puis on va essayer de les faire changer. Sauf qu'on le voit depuis des années, ça ne fonctionne pas, la responsabilité individuelle. En fait, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que les gens n'ont pas envie de changer, ils ont bien cette aspiration, et on le voit à travers tout un ensemble de travaux qui montrent que les gens ont envie de consommer une alimentation de meilleure qualité, ils ont envie de changer le système, le monde dans lequel on vit, mais pour autant, ils sont pris dans des contraintes qui sont des contraintes matérielles, qui sont aussi très pesantes. Et donc aujourd'hui, on doit trouver des systèmes, des solutions, des chemins qui sont plus systémiques et qui renvoient aussi à la dimension matérielle de donner du pouvoir d'agir, de repolitiser cette question alimentaire et de redonner une place à la dimension collective de l'alimentation. Donc, dans le cadre de ce travail de recherche, donc comme je vous le disais, on s'arrête sur cette notion de précarité alimentaire qui, bien sûr, nous parle des difficultés quantitatives d'accès à l'alimentation, mais qui nous parle aussi des difficultés d'accès à la qualité alimentaire, favorable notamment à la santé et à l'environnement. Et puis à avoir en tête aussi que cette précarité alimentaire, elle a des dimensions sociales, des dimensions politiques, puisque finalement, quand on est en situation de précarité, on a aussi des effets sur la sociabilité et aussi sur le pouvoir d'appartenir finalement à la société et d'y participer. Donc c'est un peu cette toile de fond qui nous anime dans ce travail. L'autre concept, on va dire, qu'on utilise et qui fait sens dans le cadre de la caisse, c'est celui de démocratie alimentaire. Donc un concept proposé par un chercheur anglo-saxon au départ, en 1996, Tim Lang, qui montre comment on a un enjeu aujourd'hui à faire de l'alimentation un sujet de démocratie, que ce soit en tant qu'objet de politique publique, de nouvelles politiques publiques, mais aussi en tant que visée finalement d'un mouvement social critique sur le système alimentaire majoritaire qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, à la fois, c'est des choses très concrètes que vous connaissez très bien, j'imagine, dans cette salle. C'est les épiceries associatives, les supermarchés coopératifs, les jardins partagés, voilà, toutes les initiatives dont parlait Grégory, et qui tentent de faire advenir d'autres modèles et surtout de permettre aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier cette question de l'alimentation. On se base aussi sur les travaux de Dominique Paturel, qui parle de cette nécessité d'inventer une nouvelle citoyenneté autour de ces enjeux alimentaires. Autre notion qui nous anime, c'est celle de la justice sociale. On parle parfois de la recherche d'une transition juste, c'est-à-dire qui inclurait finalement l'ensemble des populations et des acteurs dans la transition écologique et alimentaire, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. On va pouvoir en reparler longuement, je pense. Et on s'appuie notamment sur l'approche de la justice sociale d'une philosophe américaine qui s'appelle Nancy Fraser, et qui montre comment la justice sociale articule deux dimensions indissociables. La question de la redistribution, donc matérielle, qui fait face à des injustices socio-économiques, mais aussi la question de la reconnaissance, qui fait face à des injustices plutôt de type symbolique, notamment les minorités, comme on dit, les minorités, et les différentes discriminations qui touchent un certain nombre de personnes aujourd'hui dans notre société. Donc cette notion-là aussi, on a essayé de la mettre au travail dans ce travail. Et puis j'ai envie de finir sur une autre notion qui est celle de la solidarité, avec une approche plutôt par la solidarité démocratique. Donc ça, c'est un sociologue qui s'appelle Jean-Louis Laville qui nous propose cette notion et ce concept. Et l'idée de solidarité démocratique, elle prend un peu le contre-pied de ce qu'on appelle souvent l'approche philanthropique, qui est plus proche de la question finalement de la charité, c'est-à-dire les plus riches finalement donnent aux plus modestes, aux plus pauvres. Et en fait, cette notion de solidarité démocratique, elle remet un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité. Ce sont des mouvements qui ont émergé notamment au XIXe siècle, autour d'associations ouvrières, des caisses d'entraide, de secours mutuels, qui ont un peu ce fondement d'être dans la réciprocité, dans l'entraide, dans l'égalité de tous par rapport à certains droits sociaux, et qui s'appuient bien sûr sur l'action collective et sur des modes d'organisation qui se veulent les plus démocratiques possibles. Donc cette notion, elle est également très importante dans le travail qu'on a essayé de mener autour de la caisse alimentaire commune. Voilà, donc là, vous avez l'hypothèse générale de la recherche-action. Donc c'est une phrase un peu longue, mais en tout cas, ça postule au départ que la caisse alimentaire est un espace de démocratie alimentaire qui, nourri par l'exercice d'une citoyenneté alimentaire articulée aux politiques publiques, est la condition d'une transformation agroalimentaire juste. Et en fait, on va regarder ce matin ensemble qu'est-ce qu'on a pu observer depuis 2 ans autour de cette expérimentation, quels effets, quels changements réels ou potentiels on peut observer autour de ce dispositif de caisse. Alors là, petit rappel de ce qu'est la caisse. Vous avez un petit peu tous les ingrédients. Le budget, évidemment, abondé par 3 sources, notamment les cotisations des participants. Le fameux comité citoyen dont on a bien parlé déjà. La MONA en tant qu'outil de transaction pour faire ses courses dans justement un circuit de distribution conventionné. Et puis toute une réflexion aussi autour de la mutualisation dans ce circuit conventionné, sur les approvisionnements, sur la logistique et sur la structuration des filières. Voilà, donc aujourd'hui, c'est bien 360 foyers qui sont inscrits à la caisse alimentaire commune et qui donc expérimentent cette dépense, on va dire, de 100 MONA par mois depuis plus de 18 mois, presque 2 ans maintenant. Donc les hypothèses de changement, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on va beaucoup y revenir là dans la matinée, mais vous avez ce petit graphique en gros qui vous montre les différentes thématiques qu'on a pu observer, analyser dans le cadre de ce travail de recherche et qui vont vous être présentées tout au long de la matinée. Donc bien sûr les effets sur la précarité alimentaire, sur les pratiques, la question de la citoyenneté alimentaire, comment on donne corps à cette idée, l'impact sur l'offre alimentaire et les systèmes alimentaires potentiellement, sur les politiques publiques et bien sûr notre contribution au projet national de la sécurité sociale de l'alimentation, qui a été vraiment à la fois une source d'inspiration pour monter cette expérimentation et un horizon politique porteur pour notre engagement à tous et à toutes.
En termes de méthode, voilà, petit point, parce que c'est important de le dire, d'où viennent toutes ces données, d'où viennent toutes ces observations? Eh bien, c'est à la fois l'expérimentation en tant que telle, qui est une méthode, et puis c'est un travail d'enquête à partir donc de questionnaires, d'entretiens qui ont été passés auprès de nombreux participants et participantes, parties prenantes de l'expérimentation. Voilà, c'est tout des choses que vous retrouverez plus précisément dans les deux rapports qui ont été donc produits dans le cadre de ce travail de recherche. Donc un premier livret pédagogique pour prise en main politique. Donc là, vous les trouvez en ligne sur le site de Territoire à vivre. Donc là, on est plutôt sur comment on s'y est pris, comment est faite la caisse, c'est quoi un petit peu les ingrédients pour qu'on a utilisés ici à Montpellier. Et puis un rapport de recherche-action qui est vraiment plutôt sur les résultats de ce travail de recherche. Et du coup, j'en profite pour faire quelques remerciements, parce que voilà, c'est le moment, c'est important. Donc, je voudrais déjà vraiment remercier les co-auteurs et autrices de ce rapport de recherche-action. Donc, Claire Havé de l'INRAE, Marie Valser de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et un merci spécial à toutes les deux pour le sprint final d'hier soir. Sébastien Levionnois du CIRAD, Emeline Tête de la chaire alimentaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, Grégory Ackermann et Nicolas Bricas. Donc voilà, c'est tous les co-auteurs et autrices de ce rapport. Je voudrais aussi remercier les membres du conseil scientifique, Marie Casteldacia, Chantal Crène, Olivier Lepilaire, Élodie Valette, Dominique Paturel, Marco Locuratolo, Jean Tassin, et bien sûr, Delphine Valade et Jean Cartelier pour le travail sur le modèle socio-économique dont on parlera plus tôt cet après-midi. Un merci aussi spécial à Candice Foy et Kylian Valois pour toute la conduite de l'enquête, la réalisation des entretiens. Et merci à Maëlys Aurélou, David Glory, Chloé Mignot pour le travail sur les tickets de caisse et Charles Bonin pour l'analyse des flux Mona. On remercie bien sûr Sophie Sachet pour son travail sur la structuration juridique. J'ai oublié de citer dans le sprint final Mathieu Roy pour la mise en page et le graphisme hier jusqu'à 2h du matin. Puisque je ne l'ai pas encore cité, merci aussi à Clara Boudet qui a contribué aussi au livret pédagogique, qui est membre de l'équipe du projet. Ensuite, Marisol Gatius de la chaire UNESCO pour la relecture et Damien Conaré pour son soutien infaillible. Estelle Soufflet, qui était en stage au tout début de la caisse avec nous sur toute la mobilisation citoyenne. Et puis, bien sûr, alors je pense que forcément j'ai dû oublier quelqu'un ou quelqu'une et qui m'en excusera. Mais en tout cas, merci beaucoup aussi absolument à tous les participants d'avoir contribué à ce travail de recherche. En fait, sans le recueil de données, la participation aux enquêtes, voilà, on ne pourrait pas faire ce travail d'analyse. Donc voilà, merci vraiment à tous les participants, parties prenantes de la caisse. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir démarrer avec Claire. Et voilà. Ah ben c'est Grégory, en fait. Il y aura Claire juste après. Un premier point juste un peu rapide sur qui sont les participants et les participantes de ce dispositif. En fait, il y a un peu deux types ou trois types de participants. Il y a d'un côté les membres du comité citoyen que vous avez vu sur scène il y a quelques minutes, qui sont donc ceux qui sont aux manettes, qui sont dans l'instance de gouvernance de ce dispositif. Et puis, il y a de l'autre côté des expérimentateurs et des expérimentatrices qui sont utilisateurs de la MONA, mais qui ne sont pas membres du comité citoyen. Les membres du comité citoyen, c'est environ 47, puis aujourd'hui 60 personnes, mais ça fait un groupe à peu près d'une cinquantaine de personnes qui se réunit. Et puis donc les expérimentateurs, expérimentatrices, on est plutôt sur 350 personnes, mais en réalité plutôt 300 personnes qui chaque mois dépensent de la MONA. On a une surreprésentation des femmes dans ce groupe avec 70% de femmes, mais c'est à l'image finalement de la division du travail domestique dans notre pays, avec une charge qui revient aux femmes pour ce qui est planification, approvisionnement, donc faire les courses, préparer les repas, et qui rejoint aussi des logiques de prendre soin de la famille et qui est assigné aux femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve par contre dans l'espace de gouvernance, qui est le comité citoyen, un peu plus de femmes,
Et ça, évidemment, ça va à l'encontre de souvent le milieu associatif dans ce secteur de l'alimentation alternative, où on retrouve parfois un peu plus les hommes dans les instances de gouvernance. Là, pour une fois, on a encore un peu plus de femmes dans les instances de gouvernance, donc finalement, c'est pas si mal que ça. On a des personnes qui sont en situation de pauvreté pour moitié à peu près, hein, aussi en situation de précarité alimentaire pour moitié, que ce soit de la précarité alimentaire qualitative ou précarité alimentaire quantitative. Claire reviendra sur cette définition. Avec aussi une surreprésentation de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Vous voyez, 23% de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. En France, on estime que c'est plutôt alors l'INSEE dit entre 5% et, ils ne savent pas trop, mais entre 3,5 millions de personnes, donc ça fait 5%. Mais les banques alimentaires disent plutôt 7%. Là, on est à 23%, donc on a quand même beaucoup plus de personnes qui ont ce profil. Et puis aussi, du côté du comité citoyen, hein, on est dans les mêmes ordres d'idées. On a aussi beaucoup de gens qui sont finalement engagés sur leur alimentation, qui participent à des associations, qui sont membres d'associations. Alors aussi qui consomment plus bio que la moyenne des Français. Mais ce chiffre-là, il faut le relativiser parce qu'il est issu du questionnaire qu'on a diffusé dans les quelques jours, quelques semaines, les premières semaines à l'entrée dans le dispositif. Et donc, il est possible que certains participants aient déjà parlé de leurs propres pratiques qu'ils étaient en train d'avoir du fait de l'utilisation de la MONA et que ce chiffre ne soit pas à l'image des pratiques qu'ils avaient avant d'utiliser le dispositif. Voilà un peu pour le profil des individus, des personnes qui utilisent la MONA, qu'ils soient membres du comité citoyen ou expérimentateurs, expérimentatrices. On a un autre type de participants qui sont les points de vente. Donc là, on a 49 points de vente qui sont conventionnés et qui peuvent accepter de la MONA. On a 28 producteurs et productrices qui vendent principalement sur des marchés de plein vent à Montpellier. On a aussi des artisans, par exemple artisans boulangers ou des traiteurs qui sont aussi présents sur ces marchés de plein vent. On a également 12 commerces, 12 magasins qui sont soit des supermarchés, des épiceries, plutôt orientés vers le bio, vers l'alimentation locale. On a aussi beaucoup de groupements d'achat que vous voyez en bleu là, qui sont un petit peu qui couvrent un petit peu une partie un peu plus large de la ville. Une boutique de producteurs également, un supermarché coopératif, et puis donc des marchés de plein vent qui soit permettent aux consommateurs d'aller aux expérimentateurs d'aller sur tous les producteurs qui sont présents sur ces marchés, soit des producteurs qui sont présents sur des marchés qui sont plus gros et donc pour lesquels il faut que les expérimentateurs repèrent les producteurs qui acceptent la MONA. Voilà pour un peu le profil. En fait, on reviendra ensuite sur un petit peu l'implication de ces points de vente un petit peu plus tard. Donc on va passer à la suite. La première session, donc là on va parler accès à l'alimentation durable, donc avec Claire et Grégory, et avec Martine du comité citoyen et Nicole, expérimentatrice de la Caisse. C'est pas grave, ça. Ouais. Ah oui, vous pouvez vous asseoir, oui, éventuellement. Ouais. On a fait 4 minutes. Ouais. On va démarrer par. Oui, c'est vrai qu'on peut prendre ces micros-là. On n'a pas l'habitude de la scène. Hein. Je suis très intimidée de parler devant tout le monde. Alors moi, je m'appelle Nicole, j'ai 68 ans, j'habite dans le quartier Figuerolles et je suis expérimentatrice depuis le 2e tirage au sort. Voilà. Alors j'ai fait une petite bafouille et je lis. Au-delà de l'aspect financier que génère la MONA qui nous donne un grand coup de pouce à mieux s'alimenter, j'aimerais remercier l'équipe qui a œuvré sur ce projet de manière intense, juste et si humaine, et qui, je sais, a passé et passe encore de longues heures à débattre, réfléchir, analyser, à prendre des décisions
à monter des dossiers de demande d'aide auprès des institutions afin de construire et de finaliser au mieux ce projet. Je suis aussi très touchée par le fait que cette aventure, qui est une aventure, rapproche beaucoup de monde, de cultures et de milieux différents, engendrant de la bienveillance, des échanges joyeux, attentionnés entre nous toutes et tous, et qui nous permet une prise de conscience sur notre alimentation et notre environnement. Voilà. Je suis bénévole de temps en temps à Vrac et Cocinas dans le quartier Croix d'Argent, et je souhaite une longue vie à la Caisse alimentaire. Bon, moi, je suis Martine, je me suis présentée tout à l'heure et j'expérimente la Mona depuis février 2023. Cela m'a réconciliée avec mon alimentation et m'a permis de mettre du beurre dans les épinards, et pas n'importe lesquels, des épinards qui sont désormais frais, bio et non plus surgelés de la grande distribution. Je peux aussi à nouveau choisir et manger des produits de qualité conformes à mes valeurs, des produits vendus en circuit court, issus de l'agriculture biologique et paysanne. La Mona m'a permis également de nous faire quelques plaisirs alimentaires, mon fils et moi, ce que nous avions oublié. Mais la Mona, c'est aussi de belles rencontres parmi les expérimentatrices. C'est aussi de belles rencontres en adhérant à d'autres groupements d'achat, tels l'Esperluette. J'étais déjà adhérente chez Vrac, où j'avais fait de merveilleuses rencontres. J'ai aussi découvert d'autres lieux où faire mes courses, la Cagette, le marché de Selle-Neuve, où il fait bon tchatcher avec le fromager, personnage haut en couleur, et le maraîcher, le mercredi matin. Et j'ai besoin de lire. Je ne sais pas improviser. Expérimenter la Mona, c'est aussi pour moi défendre des convictions politiques. Défendre le droit à une alimentation de qualité, digne, choisie, pour toutes et tous. C'est soutenir des modes de production et de distribution durables. C'est soutenir la cause paysanne. C'est aussi montrer qu'il existe des alternatives au système agroalimentaire dominant. En fait, en résumé, c'est mieux manger, donc prendre soin de sa santé, fabriquer du lien social, mais aussi être partie prenante d'un projet citoyen en collaboration avec le politique qui vise la transformation d'un système délétère à la solde des lobbies. Du coup, là, avec Grégory, Martine, Nicole, on va parler des questions d'accessibilité à l'alimentation durable et des effets en fait de la caisse alimentaire commune sur cette accessibilité. Ce qu'on peut voir en fait, c'est que déjà la précarité alimentaire, c'est pas seulement une question d'incertitude et d'absence d'accès à une alimentation en quantité et qualité satisfaisante, mais que ça vient aussi fragiliser le rôle social de l'alimentation, de partager des repas, et le rôle culturel aussi, d'exprimer ses préférences alimentaires, de transmettre sa culture alimentaire, et que ça affecte plus largement les sentiments liés à l'alimentation. Et donc la caisse alimentaire commune, en fait, elle vient agir en fait sur toutes ces dimensions de la précarité alimentaire. Donc en termes matériels, la caisse, elle vient donc sécuriser un budget alimentaire de 100 euros, enfin 100 Mona, l'équivalent de 100 euros, donc dédié à l'alimentation, sachant qu'il y avait environ plus d'un tiers des participants qui avaient un budget alimentaire mensuel inférieur à 250 euros. Et donc, la sécurisation de ce budget alimentaire, elle permet de réduire de moitié la précarité alimentaire quantitative, donc le fait de ne pas avoir assez en quantité à manger. Et elle permet aussi de réduire de 28% la précarité alimentaire qualitative. Donc, c'est le fait de ne pas pouvoir manger comme on le souhaite, au niveau de la qualité, au niveau de ses préférences alimentaires.
Et également, sur le long terme, la stabilité d'un budget pour l'alimentation, ça a pu permettre de dégager du budget pour d'autres choses et d'améliorer et de réduire la situation de précarité globale. Néanmoins, en fait, les effets en termes de sécurité alimentaire, ils sont variables selon la composition familiale et selon le revenu des personnes. Pour des familles sans MONA, ça constitue plutôt un budget d'extra qu'un budget alimentaire en soi. Et également, même si le recours à l'aide alimentaire a reculé de 10 points, pour 12% des participants et participantes, l'aide alimentaire fait toujours partie du circuit d'approvisionnement. Alors que, par exemple, pour des personnes seules, leur budget alimentaire a pu doubler, quoi. Pour autant, on voit quand même qu'il y a globalement une meilleure accessibilité économique à des produits de qualité. Cette meilleure accessibilité économique, en fait, elle se traduit par le rétablissement de l'accès à des produits qui, pour certains, étaient consommés par le passé et ne pouvaient plus être consommés du fait de leur coût. Donc cette accessibilité économique, elle est très importante, notamment pour des produits en particulier, les fruits et légumes frais, qui sont souvent cités dans les entretiens comme étant des produits qui sont de nouveau possibles, qu'il est de nouveau possible de consommer, mais aussi des fromages, de la viande, des poissons frais notamment. Les personnes citent aussi des produits qui sont importants pour eux, importants dans leur régime alimentaire, parce que ce sont des produits qui ont une place aussi dans une tradition familiale pour certains. Ça peut être des produits comme l'huile d'olive, par exemple, qui sont chers, mais qui sont considérés comme étant importants symboliquement, mais aussi pour la santé. Et donc cette meilleure accessibilité économique, elle a justement des effets sur la santé, sur le plaisir, au moins sur la santé perçue, avec aussi une réduction des inquiétudes vis-à-vis de leur consommation de produits, du fait aussi que ces produits soient bio. L'analyse des tickets de caisse nous montre que 80% des produits qui sont consommés sont des produits bio. Les fruits et légumes frais, c'est 20% des produits qui sont achetés en MONA sont des fruits et légumes frais. Et donc cette réduction des inquiétudes, c'est aussi accéder à une alimentation dans laquelle on a plus confiance, avec laquelle on se sent mieux. Je vais m'arrêter là, pour cette planche-là. Ce qu'on voit également, c'est que l'utilisation de la MONA, elle permet de retrouver en fait du pouvoir d'agir sur l'alimentation et elle améliore l'accès à une alimentation de qualité qui est choisie. Aujourd'hui, la précarité alimentaire et les réponses institutionnelles qui lui sont apportées avec le système d'aide alimentaire engendrent une dépossession du pouvoir d'agir des personnes dans leur rapport à l'alimentation, qu'il s'agisse de pouvoir choisir son alimentation, de cuisiner, de partager des repas. Et du coup, la caisse alimentaire commune, elle défend l'autonomie alimentaire des personnes et la liberté d'utiliser un budget comme elles le souhaitent dans des lieux conventionnés communs à toutes et tous. Et donc, redonner du pouvoir d'agir sur l'alimentation, concrètement, c'est retrouver la possibilité de dépenser son alimentation, retrouver un statut de consommateur, consommatrice, et avec lui, en fait, le sentiment d'intégration sociale en lien avec des pratiques d'approvisionnement. Donc, aller dans un circuit d'approvisionnement qui n'est pas ciblé pour les personnes en précarité, choisir des produits, payer. Également, l'utilisation de la MONA permet en fait d'adopter aussi une alimentation qui correspond plus aux aspirations, aux valeurs des personnes. C'est ce qu'elle raconte en entretien. Pour une grande majorité des personnes concernées par la précarité, il y avait déjà une attention à l'alimentation à travers des pratiques de cuisine, une attention à l'équilibre des repas, mais le tout avec un budget très contraint. Et donc, il y avait aussi une volonté, par exemple, de consommer des produits biologiques, notamment pour des raisons de santé, mais une impossibilité économique. Et donc, la caisse alimentaire commune, elle vient vraiment, en fait, réconcilier la dimension cognitive des pratiques alimentaires, le sens qu'on donne à notre alimentation, avec la dimension matérielle. Et donc, ça génère aussi une plus grande satisfaction dans son rapport à l'alimentation. Et enfin, on voit aussi
un impact fort de la participation à la caisse, c'est de retrouver du plaisir dans l'alimentation, de se permettre de s'autoriser à acheter des aliments qui font plaisir pour soi, pour ses proches. Donc, par exemple, les personnes parlent de petits plaisirs, de petits luxes, comme du fromage, du poisson, des choses un peu onéreuses. Et que c'est également une dimension qui est particulièrement forte pour des mères de famille concernées par la précarité alimentaire, où les budgets sont contraints. Ça limite aussi les possibilités de faire plaisir aux enfants. Et donc l'alimentation, c'est un espace aussi pour manifester son attention. Et donc être aussi plus en capacité de faire plaisir aux enfants, ça atténue le stress et ça contribue aussi à une meilleure estime de soi, en fait. Une dernière dimension, c'est la dimension sociabilité. Le rôle social de l'alimentation, c'est aussi, on le sait, l'alimentation construit aussi et soutient des relations sociales au travers de la commensalité, au travers des relations qui se nouent quand on mange ensemble. Ce qu'on sait aussi, c'est que la précarité, elle conduit à des désaffiliations, si on reprend les termes de Robert Castel. Et cette désaffiliation, c'est justement cette réduction des liens, des relations qu'on a. Donc, au travers de ce dispositif, les personnes nous expliquent qu'elles peuvent renouer justement avec aussi la possibilité d'inviter des gens chez soi, et donc d'inviter des membres de leur famille, des amis, mais aussi d'accepter des invitations qu'on leur propose, et donc de se sentir capable de pouvoir aller chez les gens et partager un repas. Et donc c'est au travers de ce dispositif une reconstruction pour certains de relations sociales avec les autres. Donc voilà, on a essayé de montrer un peu comment la MONA elle peut agir sur les dimensions sociales, culturelles, matérielles, sensibles de la précarité alimentaire. Néanmoins, en fait, 8% des personnes inscrites à la MONA n'y ont pas recours. Et les causes de non-recours traduisent des similarités en fait, avec les dispositifs d'aide sociale. Un des facteurs de non-recours, c'est la complexité, c'est le flou de la démarche pour avoir accès à l'utilisation de la MONA, des démarches qui ont pu être décrites comme contraignantes. Et également, l'accessibilité géographique des lieux conventionnés est un facteur de non-recours pour les personnes qui sont éloignées des lieux MONA. Et ce frein géographique, il peut être accentué en fait, par la précarité numérique qui oblige des personnes à se rendre physiquement dans des comptoirs MONA pour cotiser. Donc voilà, on voit que la Caisse peut reproduire certains travers de l'aide sociale classique avec des démarches complexes, des contraintes géographiques qui peuvent limiter son accessibilité. Et une autre limite, c'est aussi qui vient à l'encontre de l'hypothèse forte de cette caisse, qui est d'éviter la stigmatisation en permettant à des personnes de fréquenter des lieux que d'autres personnes fréquentent et de ne pas avoir un circuit spécifique pour eux. Mais on voit pour autant, et notamment c'est vrai pour les personnes qui sont expérimentateurs, expérimentatrices et qui ne sont pas au centre du dispositif au sein du comité citoyen, pour ces personnes qui en sont un petit peu plus éloignées, elles ne comprennent pas toujours exactement le fonctionnement de ce dispositif et elles ne savent pas d'ailleurs toujours que tous les de gens de différents milieux sociaux qui ont tous les revenus peuvent utiliser cette MONA, et donc elles ont une forme elles se sentent à recevoir une aide sociale de plus finalement. C'est pas tous les profils, mais c'est certains profils qui le ressentent comme ça. Et puis ils se ressentent parfois du coup un sentiment de dette aussi, puisqu'ils reçoivent un don. Si on reprend l'anthropologie économique, Marcel Mauss, on sait que quand il y a un don, derrière il y a une obligation de rendre qui se construit, et dans cette obligation de rendre, c'est aussi un sentiment d'être en dette vis-à-vis du dispositif. Et d'ailleurs, cette logique du don, on la retrouve aussi chez des personnes qui vont cotiser plus que 100 euros et qui vont être dans cette logique de don et qui sont aussi parfois moins intéressés par la dimension solidaire systémique, on va dire, que par la possibilité dans un dispositif de charité, et du coup qui vient aussi un peu à l'encontre de la manière dont ce dispositif a été pensé. Donc voilà, certaines limites sur cette dimension-là. Également, avoir la MONA, c'est aussi du coup se rendre dans des lieux de l'alimentation durable qui ont été conventionnés. Et ces lieux, du coup, ils se distinguent par une surreprésentation des classes moyennes et supérieures parmi leurs clients. Et donc,
pour ces personnes aussi, fréquenter les lieux de l'alimentation durable, c'est participer à marquer son appartenance sociale, à se distinguer des pratiques d'autres groupes sociaux. Donc ce qu'on voit, c'est que pour la grande majorité des participants à la MONA de la classe moyenne et supérieure, finalement, participer à la caisse, ça impacte peu ou pas leur pratique, leur routine alimentaire. Et qu'en revanche, pour des personnes concernées par la précarité, l'utilisation de la MONA, ça implique d'aller dans de nouveaux lieux dans lesquels les personnes expliquent qu'entrer pour la première fois, ça peut être difficile, aussi par le marquage social qu'il renvoie. Et qu'une fois finalement rentrées dans les lieux, les personnes se retrouvent confrontées à des prix qui peuvent être jugés inaccessibles, hyper chers, de luxe, inabordables, c'est ce qui peut être dit en entretien. Et donc l'entrée dans ces lieux engendre une forme de violence économique, l'incompatibilité entre des moyens limités et des normes économiques dans ces lieux qui sont imposées. D'ailleurs, de nombreux produits restent aussi inaccessibles dans des lieux conventionnés. Et également, aller dans des lieux fréquentés par une clientèle qui appartient à une classe sociale plutôt aisée a pu générer de la violence symbolique. Certaines personnes concernées par la précarité ont pu ressentir un mépris de classe implicite dans l'attitude ou les comportements de la clientèle des magasins, ce qui peut renforcer un sentiment de non-appartenance au lieu. Sentiment de non-appartenance qui a d'ailleurs aussi été exacerbé pour des personnes racisées qui ont pu faire face à des discriminations dans certains lieux. Du coup, on voit que pour certaines personnes, elles ont pu vivre finalement une expérience d'exclusion au sein d'un dispositif qui vise l'inclusion dans cette dynamique d'alimentation durable. Pour autant, ce qu'on voit aussi, ce qui ressort des entretiens, c'est qu'il y a sur le long terme une forme d'appropriation de ces lieux-là, avec premièrement les personnes retrouvent en fait des produits qui leur conviennent, notamment des produits qui les estiment avoir le juste rapport qualité-prix. Donc ça, c'est des choses qui permettent une forme d'appropriation de ces lieux. D'autre part, ils arrivent à se diriger aussi vers des produits qui leur conviennent, les produits qui sont à des prix accessibles pour eux. Et puis, d'autre part, en fait, le fait d'aller fréquenter des lieux qui orientent leur offre vers les produits locaux, vers les produits bio, vers les produits de qualité, permet à certaines personnes aussi de considérer la MONA comme un peu un guide, une béquille pour les accompagner dans une meilleure consommation de produits de qualité. Et du coup, on rejoint là la théorie des pratiques qui dit qu'une pratique, pour qu'elle puisse être mise en œuvre, il faut une dimension matérielle, il faut une dimension cognitive et il faut une dimension normative. Et là, on voit bien que le budget de 100 €, de 100 MONA, permet vraiment de matérialiser la pratique dans des lieux de vente qui fournissent une alimentation de qualité, mais qui fournissent aussi des informations sur cette alimentation et aussi qui viennent permettre de construire de nouveaux liens, de nouvelles relations sociales avec les gens qui sont présents dans ces lieux, avec les salariés, avec les producteurs parfois. Et au travers de ces liens qui se renouent, c'est aussi des informations qui circulent, des savoirs, des nouvelles recettes, des informations sur des produits. Et c'est une forme aussi parfois de réconciliation avec certains produits. C'est des choses qui ont été dites dans ces lieux, dans ces entretiens. Donc voilà, on a essayé de montrer un peu ce que la caisse alimentaire commune a pu permettre en termes d'accessibilité à l'alimentation durable, mais aussi tout ce qui reste à parcourir pour aller vers une démocratisation de l'alimentation durable. Donc on a vu qu'il y avait un enjeu à renforcer la redistribution économique, et donc là, le comité citoyen en ce moment travaille et réfléchit à adapter le montant de MONA à la composition familiale, qui pourrait par exemple monter jusqu'à 180 MONA pour des familles. Également, on a vu qu'il y avait un enjeu à rendre accessibles géographiquement les lieux conventionnés. Sur ce sujet, le comité citoyen aussi poursuit le travail de conventionnement et met l'accent sur les quartiers qui sont sous-dotés en lieux MONA. Et c'est aussi envisagé sur le long terme d'entamer un travail de modification de l'offre alimentaire de commerce de proximité, voire de aussi créer des nouveaux lieux proposant une alimentation durable accessible. Et enfin, on a vu aussi qu'il y a un enjeu à favoriser l'accès socio-culturel
au lieu Mona. Et donc ça passe par une plus grande intégration des expérimentateurs, des expérimentatrices dans la caisse alimentaire commune. Et donc dans ce sens, de poursuivre les visites collectives des lieux Mona avec les animateurs, les animatrices qui ont constitué vraiment des moments importants pour se sentir légitimes dans ces lieux. Et également, le comité citoyen envisage par exemple de créer des groupes d'échange de pair à pair pour faciliter l'entrée dans la Mona. Voilà. Un point supplémentaire, c'est peut-être pour dépasser une logique d'accessibilité qui consiste à faire rentrer des personnes dans des lieux qui existent déjà, mais qui ont été pensés par et pour les classes moyennes éduquées, en gros, peut-être que ça serait de renverser un petit peu cette logique-là et plutôt de partir des pratiques des personnes qui ont aussi des pratiques qui peuvent être tout à fait en phase avec la durabilité. Parce que ce n'est pas parce qu'on est une personne en situation de précarité qu'on n'est pas attentif. Au contraire, d'ailleurs, on est souvent plus attentif à la gestion des ressources, à la gestion des déchets, à la circularité des objets, à les formes de solidarité aussi. Donc c'est peut-être partir de ces pratiques-là qui existent déjà et puis permettre aux personnes de faire de la démocratie pour créer leur propre lieu de l'alimentation durable, leurs propres espaces de vente et ne pas du coup devoir subir cette forme de violence symbolique dont a parlé Claire et venir de reconstruire en fait des lieux qui leur ressemblent et qui sont vraiment à leur image. C'est aussi déjà ce qu'on voit dans des lieux qui sont conventionnés et qui sont par exemple les groupements d'achat qui sont dans les quartiers populaires ou bien des épiceries qui sont associatives et dans lesquelles des personnes ont trouvé rapidement leur place et puis de manière peut-être un petit peu plus facile que des lieux qui sont dans les centres-villes et qui ont été, ce que je disais, qui ont un marquage social un petit peu différent. Et également, il y a eu un travail de recherche réalisé, notamment par Candice Foy, qui était donc impliquée dans l'évaluation de la caisse alimentaire commune, sur aussi ces questions de comment en fait l'adoption de pratiques alimentaires durables impacte les inégalités de genre qui sont inhérentes à l'alimentation, puisque le travail alimentaire domestique est majoritairement assuré par des femmes aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qui a pu être observé, c'est que les pratiques alimentaires durables, elles s'intègrent dans la division genrée du travail domestique, voire elles peuvent générer un temps de travail domestique supplémentaire, puisque la personne en charge de l'alimentation va multiplier les lieux d'approvisionnement, va passer plus de temps à préparer, à cuisiner les produits. Donc les pratiques alimentaires durables pourraient constituer finalement une troisième journée de travail pour les femmes. On observe également que l'alimentation durable peut étendre le travail de soins des femmes parce que celles-ci se sentent en fait d'autant plus responsables de la santé des membres du foyer et elles font d'autant plus attention à proposer des repas sains, diversifiés avec des produits biologiques. Et ce renforcement de la charge genrée de la santé domestique est particulièrement marqué pour des familles avec enfants où les mères ont vraiment une vigilance accrue à ne pas exposer leurs enfants à des produits chimiques. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'avec la caisse alimentaire commune, eh bien, l'accès à des pratiques alimentaires durables améliore aussi la capacité des femmes à produire une alimentation saine pour elles, pour les membres de leur foyer, ce qui peut générer de la satisfaction, de l'estime de soi et aussi une meilleure reconnaissance au sein du foyer et de ce travail domestique. Donc comme là va s'ouvrir la phase 2 de l'expérimentation de caisse alimentaire commune, il y a aussi un enjeu à ouvrir des espaces au sein de la caisse et au-delà pour visibiliser, sensibiliser sur ces questions d'inégal travail alimentaire domestique, de soins. Donc il y a déjà un travail qui a commencé et qui pourrait être poursuivi avec des groupes de parole, des ateliers. Et on voit que même si ces inégalités de genre dans l'alimentation, c'est des questions structurelles, il y a un enjeu à les penser, à les traiter dans les dispositifs d'accès à l'alimentation durable. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a prévu comme ça différents temps par rapport aux thématiques. Donc là, on vous propose s'il y a une ou deux réactions à chaud, questions brûlantes, c'est le moment. Ça va être très rapide à chaque fois, c'est 5 minutes, mais on aura un temps un peu plus long en fin de matinée pour vraiment rentrer dans un échange avec tout le monde. Un micro. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question, c'était... vous disiez que... Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant de dire
il faut mieux aller chercher ce qui existe déjà et aller dans les pratiques que les gens ils ont déjà, plutôt que d'essayer d'imposer des modèles type petite épicerie bobo et essayer de se les faire approprier par des gens et où ils ressentent de la violence symbolique ou même de la violence, voilà, comme on a dit, racisme, tout ça, machin. Mais moi, du coup, ce que je me demandais, c'était à quel point le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il peut accompagner ou subventionner, par exemple, les gens qui s'installent, c'est-à-dire du côté des structures ou des lieux, à quel point, en fait, voilà, le projet, il peut jouer là-dessus et il peut favoriser, par exemple, la naissance de structures conventionnées, voilà, sur ce qu'on parlait, dans des quartiers ou des trucs comme ça. Voilà. Ok. Et il y avait une autre question là-haut qu'on va prendre. Enfin, ouais. Alors, ça va être super frustrant, je vous préviens. Pour l'instant, ça va être 2 questions. J'ai vu qu'il y en avait une là-haut, mais il y a d'autres temps, donc c'est juste pour pouvoir dérouler le programme. Voilà, donc comme il y aura d'autres temps, je pose rapidement la question, mais ce que je trouve vraiment génial dans votre démonstration, c'est qu'on est sur la démocratisation de l'alimentation, mais est-ce qu'on n'est pas aussi sur, simultanément, la démocratisation de notre démocratie? Peut-être bien. La suite nous le dira. Alors, je vous laisse répondre rapidement sur... Peut-être que sur la deuxième question, je laisserai Pauline, parce qu'elle va présenter des éléments qui répondront à votre... Ouais, on va parler du conventionnement juste après. Donc, si ça vous va, on continue. Voilà, donc et la réponse va arriver. Sur la question de est-ce que ces dispositifs de sécurité sociale de l'alimentation peuvent participer à la création de nouveaux lieux de distribution qui favorisent des systèmes alimentaires alternatifs. Pour le moment, au sein de la Caisse alimentaire de Montpellier, on n'en a pas encore l'expérience, puisqu'en fait, on en est à l'état de projet, puisque ça fait partie en fait, des projets, notamment dans la phase 2, d'essayer d'accompagner des groupes d'habitants à la création, par exemple, de groupements d'achat dans des quartiers qui seraient peu dotés en lieu de distribution d'une alimentation tout court ou d'une alimentation de qualité, donc ce qui sont appelés par les géographes des déserts alimentaires ou des bourbiers alimentaires. Donc oui, il y a ce projet-là. Pour autant, aujourd'hui, dans la Caisse, on n'en a pas encore l'expérience. Pour autant, d'un point de vue théorique, oui, bien sûr que ces dispositifs inspirés de la SSA ont vocation à mieux accompagner les citoyens dans la création de lieux, mais aussi dans la transformation de lieux de vente qui sont déjà présents dans les quartiers, qui ont des gérants, par exemple des épiceries de quartier. Et ces gérants, comme les citoyens, ils ont eux aussi envie parfois de mieux s'approvisionner, d'aller vers des producteurs, mais ils sont face à des contraintes logistiques, et notamment, et pour le coup, un dispositif systémique comme la caisse alimentaire commune peut produire des outils aussi, des outils de mutualisation, par exemple, qui pourront accompagner la transformation de lieux de vente préexistants. Donc, il a répondu, du coup. Vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, on va passer à la suite. C'est bon? Eh bien, merci beaucoup.